François, cette semaine, moi, c'est quelqu'un que je vais apprendre à découvrir Oui. parce que lorsqu'elle est arrivée en studio, toi, les deux becs et tout ça, bonjour. Donc, visiblement, vous vous connaissez. Donc, moi, je vais apprendre à la découvrir. Elle est marathonienne et comédienne également. Anne-Lise Nadeau est avec nous. Salut. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci de m'inviter. Alors là, les gens qui disent « Hey, je l'ai déjà vu à quelque part », on va briser tout de suite les murs de verre et tout ça. T'es comédienne. Oui. Alors, on te voit à la télévision dans Stat, un rôle qui est récurrent. Oui. On te voit également dans des publicités, pendant le bye-bye, une petite pub de Pacini et tout ça. Petit bar à pain, là. Petit bar à pain, Petit bar ça, à c'est pain, bon, ça, toast, c'est toast, exact. une petite Toi, toast. quand t'en manges, ça paraît pas trop. Ouais. Moi, il faut que je fasse attention. Et là, prochainement, une pub de Colgate et tout ça. Donc, voilà, c'est dit. Avant d'embarquer dans le marathon et tout ça, le fait d'être comédienne, est-ce que c'est quelque chose que... Puis ta fille, on va y revenir tantôt, est comédienne également. Est-ce que c'était une passion pour toi quand tu étais jeune ou c'est arrivé comme sur le tard? C'est arrivé sur le tard parce qu'en fait, moi, mes études ont été beaucoup plus du côté de la musique. Donc, Ouais. j'ai fait un bac en jazz, en chant de jazz. Puis c'est vraiment par la suite, c'est par les studios, en fait, de voix. Puis là, c'est ça qui m'a amenée sur les plateaux télé comme comédienne. Donc, je m'étais trouvé un agent à l'époque, puis j'en ai eu une couple depuis. Mais là, j'ai une agence qui travaille avec moi depuis plusieurs années. Donc, j'ai pas de formation comme comédienne. Tu sais, j'avais fait de l'impro, Ouais. j'avais fait du théâtre plus jeune, mais c'est vraiment par les... Tu sais, c'est des métiers de pigiste puis Ouais. de demande qui font comme « Hey, toi, tu serais bonne là-dedans. » Puis finalement, ben tu finis par faire plein d'affaires. Tu sais. Mais tu as eu un parcours aussi en chant jeunesse, personnage jeunesse, que je pense que tu as laissé tomber un petit peu. Oui. Mais il y a peut-être des parents ou des plus jeunes qui regardent l'émission et disent « Ah, elle me dit quelque chose aussi. Ouais. Anne Lune, Anne qui est un Lune. personnage Ah, aussi. voilà. Ça a ouais. été mon personnage pour enfants pendant 7 ans. On a fait de la tournée partout au Canada. Je faisais ça avec mon conjoint. Ouais. Lui écrivait les chansons, moi j'écrivais les textes. Puis on a roulé avec ça pendant 7 ans. Puis c'est vraiment la pandémie là, qui a fait en sorte que là, ben, on n'avait plus de spectacle. C'était difficile Ouais. de maintenir en vie un projet qui finalement, on ne pouvait pas aller sur scène. Là. On a été plusieurs années les artistes à avoir... de la difficulté avec les arts de la scène. Donc, on avait mis une hache là-dedans, puis j'ai décidé de travailler plus du côté des adultes au niveau de la musique. Donc, j'ai continué le jazz, puis de mettre de l'énergie dans mon travail de comédienne puis d'animatrice. Ouais. Je vais faire une petite analogie entre le marathon et le métier de comédienne. Ma fille, l'été passé, pas cet été, l'été d'avant, elle a fait une pub parce que c'est une joueuse de hockey. Elle a fait une pub pour Coke Zéro. Elle est au Colisée Laval et tout ça. Une pub qui a roulé pendant un an. Beau chèque, d'ailleurs, pour quelqu'un de... et c'était long, Annelise. C'était long. Est-ce que des fois, le fait d'être marathonienne, ça t'aide dans des longues journées comme ça? Parce que t'es capable de te parler à toi-même, parce que c'est un long marathon, une journée. On a, tu sais, moi, là, un petit 30 secondes à la télé, en fait, on l'a vu 10 secondes, elle, mais 30 secondes total, c'était quasiment de 6 heures le matin jusqu'à minuit le soir. C'est excessivement long. Hein? C'est des longues journées, puis je dirais même sur un projet, par exemple, comme là, j'ai fait l'année passée, j'étais stand-in. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi stand-in. Non, on va expliquer. Stand-in, en fait, c'est une doublure lumière. Donc, OK. par exemple, sur une série américaine, les actrices vont avoir des doublures lumière. Donc, ils vont prendre des filles qui ressemblent, ou des filles ou des gars pour les acteurs, qui vont ressembler à l'acteur principal. Puis, on prend la place dans l'éclairage, on fait les tests caméra, puis tout ça, pour pas, justement, fatiguer la personne qui a le rôle principal. Donc, puis ça, bien là, c'est sur du plusieurs mois, en fait, à travailler du 65, 75 heures semaine. Donc, j'ai été 7 mois sur une série télé. Et là, j'avoue que sur un long terme comme ça, là, c'était vraiment un ultramarathon. Là. Moi, je suis ultramarathonienne. Je cours des très longues distances, mais là, c'était vraiment mon esprit d'ultramarathonienne qui faisait en sorte que j'étais comme, OK, je sais qu'il y a une fin à un moment donné. On ne sait pas c'est quand, comme... Un ultramarathon, exact. tu sais pas dans combien de temps tu vas finir. Là. Tu sais que tu vas finir, tu vas franchir le fil d'arrivée à un moment donné, mais tu sais pas quand. Mais c'est exactement ça. Un projet télé, ça peut être la même chose. Là. Je veux qu'on parle de cette passion de la course à pied qui est en toi depuis longtemps. Comment ça a commencé, cette passion-là? En fait, moi, je m'entraînais. Moi, j'étais pas sportive là, quand j'étais jeune, mais pas pantoute. Là. OK, mais pourquoi, à chaque fois qu'on a reçu quelqu'un ici qui font des marathons, C'est vrai, hein? ils disent toujours hey, « Moi, là, t'es pas sportif pour Saint-Saëns. Ouais. C'est drôle, hein? Mais moi, quand j'étais jeune, j'avais en horreur les cours d'éducation physique parce que c'était des sports d'équipe. Ouais. On a l'impression d'entendre Philippe Lanier, Carl Fortin, pleinement. qui est venu, qui sont des Exact, marathoniens. ouais. Qui... Bien, puis c'est ça l'affaire, c'est que quand on est jeune, les profs d'éduc, là, ils mettent ça des sports d'équipe. Mais quand C'est t'es vrai. pas super doué, Ouais. que t'es pas super moteur, bien, tu trouves pas ton compte là-dedans. Puis c'est vraiment plus tard que
bien, tu découvres que, mais peut-être qu'aller faire du cardio dehors, j'aime ça être dehors. Fait que c'est vraiment plus tard que c'est venu. Et c'est quand mes enfants sont nés, en fait, j'ai commencé à courir un peu avec la poussette. Tu sais, je me dis, OK, je vais courir entre deux poteaux. Le fameux cardio-poussette. Le cardio-poussette. Je ne l'ai pas fait de façon organisée parce que c'est ça. Ça, c'est une autre affaire. Moi, des cours organisés que tu as une plage horaire dans un calendrier tout le temps à la même heure, j'haïs ça. Moi, c'était pour une autre raison. Marie-André, pour nous d'aller là, c'est une secte, cette affaire-là. Eux autres, ils reviennent, sont 10. Toi, Alexandre, t'as fait quoi aujourd'hui, ça? Mais moi, j'ai parlé avec Martine, puis son chum, il fait ça. Ouais. Non, moi, j'étais bien content qu'elle n'ait pas d'aller... c'est ça. C'est pas bon pour les chums dans ce temps-là. Tu sais, puis un collègue comédien à toi, Patrice Godin, c'en était un autre, qui disait, je pense qu'il courait à peine 100 mètres, puis il était brûlé, puis s'il y en a un qui est en forme aujourd'hui, c'est bien lui. Là. Tout à fait, exactement. Fait que, tu sais, c'est pas grave si ça vient sur le tard, mais ça devient une passion qui prend beaucoup, beaucoup de place. Et dans mon cas, c'est même rendu que j'en fais un peu mon métier, finalement. Oui. Mais, tu sais, c'est bien beau avoir une passion, découvrir un sport qui est la course à pied, mais tu l'as dit, tu es une ultra-marathonienne. C'est plus un peu ça, hein? Oui, c'est plus un peu. En fait, c'est beaucoup plus. Oui, bien, dans le fond, un marathon, c'est 42 km. Ouais. L'ultra-marathon, on va le partir à peu près à 50 km, puis après ça, il n'y a pas de fin. Fait que tu peux courir pendant 3 jours, tu peux courir, mais c'est pas mon cas, par exemple. J'ai pas couru encore des 3 jours non-stop, là. Mais il y en a qui le font, il n'y a pas de limite. Je parlais avec d'autres marathoniens qu'on a reçus ici, puis souvent, c'est drôle encore là, c'est peut-être un hasard, mais souvent, vous n'avez pas de montre. On dirait que dans un plus jeune âge, le temps est important dans un marathon. On dirait qu'avec le temps vient la sagesse. C'est la sagesse. C'est moins important pour vous. C'est vrai, ça aussi? Pas pour moi. Non? J'aime ma montre. Je ne l'ai pas aujourd'hui, mais non, moi, j'ai une montre. Je la regarde. Elle nous donne plein d'indices au niveau du dénivelé. Par exemple, en montagne, on va avoir... vous voyez ça comme moi, avec ma montre pour le golf. Là, toi, tu peux avoir ça pour la course aussi. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, ça nous donne plein d'indications. Puis, au niveau, tu sais, du cardio, dans quelle zone de cardiaque je me situe. Puis, même pour avoir le parcours à la fin, moi, j'avoue que j'aime bien regarder comme mon effort. Par exemple, si je fais un 125 km dans Charlevoix, dans la montagne, je suis contente de l'avoir après 125 km, OK. Moi, je descends à Québec jeudi, il faut que je fasse 200 kilos en char, puis ça m'énerve. 125 dans Charlevoix. Ouais. Mais est-ce que tu y trouves ton compte, par exemple? Rendons ça romantique, tiens. 125 km dans Charlevoix, c'est probablement plus joli que 125 km dans Montréal-Nord, mettons. On jase, là. Tout à fait. Est-ce que toi, ça devient justement, tu dis, garde, moi, je vais partir sur une longue ride, mais je vais aller dans un environnement où je vais pouvoir découvrir des trucs, regarder le paysage. Du tourisme. Du tourisme, tout à fait. D'ailleurs, regarde, la semaine passée, j'étais à Toronto une semaine de temps pour aller tourner une publicité. Puis finalement, je me suis retrouvée à chaque jour, j'allais découvrir un nouveau quartier de Toronto en courant. Fait que, tu sais, j'y trouve mon compte, puis j'aime vraiment ça, découvrir. Tu sais, je traîne tout le temps mes souliers dans mon sac pour pouvoir aller découvrir un nouveau coin. Là. Tu parlais de Toronto. Je vais ouvrir une aparté. Souvent, je me suis promené pas mal partout dans le monde. Des fois, avec ma blonde, on se stationne loin du Centre Bell, mettons, puis on se met à marcher pour aller au Centre Bell. Et là, je regarde Marie-André, je dis, tu sais qu'on marche moins souvent à Montréal qu'on a marché dans d'autres grandes villes. D'aller courir à Montréal serait une bonne idée de découvrir son propre chez-soi. Exactement. En fait. Ben oui, puis je le fais même avec... des fois, je mets mes souliers je tourne une journée de temps sur un projet, puis le midi, soit que je vais aller marcher, puis je découvre l'architecture. Des fois, je regarde même l'architecture patrimoniale, puis je suis comme, c'était quoi qu'il y avait là? Je regarde sur mon application, je regarde voir c'était quoi qu'il y avait là. Fait que c'est des façons d'apprendre aussi, puis de se cultiver sur notre milieu, exactement. Ça fait longtemps que je voulais t'inviter à l'émission parler de course à pied. Puis ce qui a été l'élément déclencheur dans les derniers mois, c'est que tu es allé courir un marathon en Ukraine. Ouais. Ça a fait le tour du Québec. Tout le monde en a parlé. Je t'ai entendu à Patrick Lagacé. Tu étais très bonne, soit dit en passant. Merci. Comment ce projet-là t'est venu en tête et s'est concrétisé par la suite? En fait, je suis ambassadrice pour le Bromont Ultra depuis 2 ans. Puis cette année, il voulait pousser un peu la chose, un peu l'aventure un peu plus grande. Il a poussé. En fait, il voulait montrer... Il m'avait donné un mandat de vidéo, de création de vidéo, pour montrer l'impact des dons qui sont collectés dans le cadre du Bromont Ultra. Donc, on voulait faire des vidéos pour montrer l'argent que les gens donnent ici, comment on fait du chemin, puis qu'elle se rend aux bonnes personnes sur le terrain. Et il y a un organisme qui travaille avec le Bromont Ultra, qui collecte des fonds pendant l'événement,
qui a des missions en Ukraine. Donc, ils rebâtissent des maisons, en fait. Ils ramassent de l'argent pour donner des matériaux aux gens pour qu'ils puissent rebâtir leurs maisons qui ont été détruites par la guerre. Et ils ont eu l'idée de m'envoyer avec cet organisme-là qui s'appelle Relief Aid. Puis, je suis allée sur le terrain avec eux. Puis, pour le côté symbolique, j'ai couru un marathon là-bas aussi dans les rues de Irpin, qui est une petite ville près de Kiev. Alors, ça a été toute une aventure. Est-ce qu'on dit oui tout de suite, Anne-Lise, quand on se fait proposer un projet comme ça? On en parle en famille aussi, j'imagine. Ouais. Hein? Il faut passer ça au comité familial. Mon chum, il n'a pas pu me dire non. Il était comme, je peux pas t'empêcher de vivre une expérience comme ça. En même temps, plus le jour J arrivait, moi, j'avais perdu du poids, j'étais stressée, là. Puis plus j'approchais, plus je voyais qu'il y avait des attaques russes qui s'intensifiaient. Puis là, moi, je suis pas une fille qui connaît la guerre. Je suis pas une fille qui a un intérêt pour ça. Il y en a qui tu regardes les nouvelles, puis c'est correct. C'est bien en masse. Je suis pas une fille qui tripe ses films de guerre, puis pantoute. Fait que moi, j'arrivais là comme... Néophyte, Néophyte, exactement. Je trouvais pas comme... Le vocabulaire, je connaissais pas toute la logistique autour de ça. Fait que je me suis laissée guider, j'ai fait confiance, mais ça a été vraiment une expérience stressante, mais qui est un life changer. C'est vraiment, ça change une vie. Là. On va en parler de ça. C'est con, mais pendant... Tu sais, on était quand même dans le centre de la crise du verglas, ici, en 98. Oui. Et j'avais de la famille, moi, sur la Rive-Nord, mettons, qui comprenait, mais qui comprenait pas. Ils voyaient les images à la télé, mais ils comprenaient pas qu'après 2 semaines et demie, nous, sans électricité, on commençait à être compliqué. Puis à un moment donné, ma famille est comme traversée juste l'autre bord du tunnel. Et c'est là que mon oncle a fait comme « Oh, j'ai pogné un choc. » Parce on est ailleurs. À Montréal, c'était quelque chose. À Laval, la vie continuait. Il dit là, j'avais l'impression... Nous, on est de Saint-Bruno. Et j'avais l'impression d'arriver à Saint-Beyrouth. Il appelait ça comme ça, tu sais, les routes pas dégagées, pas d'électricité, les arbres déracinés et tout ça. Fait que quand t'es pas dans le concret, des fois, t'as de la misère à t'imaginer. Quand tu as atterri et que tu as mis le pied en sol ukrainien, ça a été quoi ta réaction? En fait, ce qui est étrange là-bas, mon premier choc, ça a été en Pologne, parce qu'on atterrit en Pologne et ensuite on prend le train jusqu'en Ukraine. Il n'y a pas d'avion en Ukraine présentement. Ce serait beaucoup trop dangereux. Oui. Mais quand je suis atterrie en Pologne, ce qui est arrivé, c'est que j'ai su ce qui s'était passé pendant que j'étais dans l'avion. Et il y avait eu des bombardements sur Kiev. Là où je m'en allais, dans la ville où je m'en allais. Puis moi, j'étais pas supposée être sur la ligne de front. J'étais pas supposée... j'étais quand même supposée être dans un assez sécuritaire. Mais sans rentrer dans des cours de géo, Kiev, c'est quand même au nord-est, je pense, au nord-ouest. Oui, exact. Ouais. Alors, c'est quand même loin de la frontière russe. Fait que, quand tu dis que ça a été bombardé, puis qu'ils ont bombardé des centrales électriques là-bas, mais là... En fait, c'est vraiment fréquent. Et là, j'avais une collègue de Relief Aid qui disait « Ah, mais je m'en vais travailler dans un café, j'ai plus d'Internet, j'ai plus d'électricité. » Puis là, j'étais comme « Ah, mais tu sors de chez vous? » Puis là, c'est là que j'ai compris que, OK, eux autres, ils continuent leur vie. Comme si rien n'était. Comme si de rien n'était. Wow. Donc, t'as le couvre-feu la nuit, t'as des bombardements la nuit, t'as des alertes sur ton téléphone, mais la vie continue. Le jour, les gens se lèvent, s'en vont travailler. Fait que ce qu'on voit aux nouvelles... c'est une partie de l'Ukraine qui est bombardée, des villes, des bâtiments bombardés. Et tu peux avoir une rue magnifique, comme ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, avec des super beaux bâtiments patrimoniaux. Et la rue à côté, ça a été bombardé complètement. Wow. Fait que c'est comme le jour, la nuit, toujours. C'est une espèce de dichotomie assez spéciale. Ouais. Rapidement, parce qu'on va passer à la deuxième partie par la suite. Comment tu t'es sentie en arrivant là-bas? Est-ce que les gens de là-bas t'ont comme fait comprendre... Qu'est-ce que tu fais ici? Ou c'était-tu un peu ça? J'ai eu beaucoup la question, surtout dans le train. Dans le train, les gens sont comme « Ah, vous êtes du Canada? Qu'est-ce que vous faites ici? » Parce que j'ai pas de vêtements militaires, j'ai pas de trousse de premiers soins. Souvent, c'est ça, là. C'est les gens qui... T'es pas de médecin sans Non, c'est ce que j'allais dire. T'allais pas là en aide humanitaire non plus. Exactement. J'étais vraiment là en observatrice. Par contre, j'étais là avec le gars de Relief Aid qui, lui, c'est un gars de terrain. Il fait de la coopération internationale depuis des années. Donc, c'est pour ça que j'étais en bonne main. Là, il pouvait me conseiller sur quoi faire si jamais il y a un bombardement. Parce qu'il y en a eu là, quand j'étais là-bas. Là. On n'est pas dans ta vie de tous les jours et on va s'arrêter là-dessus. Mais si on parlait à ton chum, à tes enfants, je ne sais pas si tu en as plus qu'une, là, mais est-ce qu'il dirait « Ouais, maman, ma blonde a changé depuis son retour ». Dans le sens, pas changé, mais est-ce que tu approches les choses différemment? On voit la vie d'une autre façon? Je pense que oui. Puis ils savent à quel point ça a été un moment important dans ma vie. Puis j'ai pu aussi leur amener l'autre côté de ce qu'on voit dans les médias. Fait que je pense qu'ils l'ont vécu. Puis en même temps, ils ont vu aussi c'était quoi d'avoir peur de perdre un proche. Aussi. Et les gens là-bas ont peur de perdre des proches
constamment, tous les jours. Ils ont peur de perdre des proches. C'est comme si on disait ici, ah ben cette nuit, c'est Saguenay qui a été bombardé. Ben aujourd'hui, c'est Sherbrooke. On connaît tout le temps quelqu'un dans ces milieux-là. Ben, c'est la même chose là-bas. Fait que c'est comme eux autres, c'est Kharkiv, c'est Kiev, c'est une autre ville. Mais c'est le même pays. C'est important d'en parler parce que c'est tombé dans notre quotidien. Ça fait une guerre de 3 jours qui est rendue 3 ans. Alors, à un moment donné, c'est comme rendu normal d'en entendre parler, mais c'est bon de relativiser les choses. On est bien ici. Oui, vraiment. On s'arrête le temps de notre courte pause. Anaïs, au retour, tu as un beau T-shirt marqué tout court. On va en parler de ça. On va rentrer plus dans les détails. Donc, on s'arrête le temps de notre courte pause et au retour, on continue à courir. Nous sommes de retour à Sport Express. Tantôt, rapidement, on a parlé de comme quoi tu es comédienne, tu avais des enfants dans le métier et tout ça. On voit une photo à l'écran de ta plus vieille. Est-ce que c'est ta plus vieille, Constance? Oui, bien en fait, j'ai des jumeaux jumelles comme plus oui, c'est vieux. ça, c'est vrai. C'est ça. Donc, Constance qui a 18 ans. OK, parfait. Constance Munger, qui est dans un rôle titre, il faut le dire, peut-être de renommer l'émission. C'est Premier Trio, donc elle a le rôle principal dans Premier Trio, la série de hockey de Radio-Canada. Voilà, exactement. On rentre dans nos cordes là, de Sport Express. Oui, vraiment. Rapidement, sans passer les 12 minutes qui nous restent, parce que je veux vraiment parler de tout court, mais pour les parents qui sont à l'écoute en ce moment, qui ont idée d'envoyer leurs enfants là-dedans, le casting, toi, ta fille, a quand même, avant d'arriver à un premier rôle, il a fallu qu'elle fasse d'autres choses. C'est quoi le conseil que tu pourrais donner aux gens? Parce que c'est du sport. Une bonne question. C'est vraiment du sport. C'est une autre sorte de sport. Vraiment? Oui. Alors, comment les encourager d'ailleurs? Mais c'est quoi peut-être le bon chemin à faire? Parce que souvent, on dit « Ah, moi, je vais faire ça, puis je vais arriver, je vais avoir un premier rôle. » Non, c'est pas tant de même. Beaucoup d'appelés, peu d'élus aussi. Exactement. Puis ça prend de la patience. On en a parlé tout à l'heure. Puis souvent, parce que là, les parents me posent tous la question. Là. Il y a plein de monde qui m'écrit. Puis dans le fond, moi, je leur dis faites-leur faire de la figuration pour commencer. Fait qu'il y a comme des sites là, de casting où les gens peuvent inscrire leur enfant. Fait que, par exemple, figuration Carole Dionne, on tape figuration, puis ça nous sort des listes là, sur Google. Puis c'est ça. Puis après ça, c'est vraiment de tester l'enfant sur un plateau pour voir s'il est assez patient, s'il aime ça. Peut-être que il va avoir ça en horreur, lui, attendre puis refaire toujours la même chose pendant des heures et des heures. Parce que souvent, Anne-Lise, excuse-moi de t'interrompre, malheureusement, comme souvent dans les on s'en va à la même place. C'est les parents qui vont mettre une pression et qui vont voir leur enfant dans la Ligue nationale et qui vont voir leur enfant dans une série à Radio-Canada. Exactement. Il y a un très bon lien à faire. Ça ressemble beaucoup à ça. Fait que c'est d'aller tester l'enfant, puis après ça, s'il y a vraiment un intérêt que l'enfant tripe ou si ça vient de lui puis qu'il veut vraiment faire ça, là, il y a des agences de casting. Donc, c'est vraiment d'aller voir un agent qui va représenter l'enfant au niveau des directeurs de casting. Oui, parce que j'imagine qu'en bas âge aussi, tu sais, salutations à Victoria, qui est une petite comédienne sur la Rive-Sud, qui joue avec François Morancy, qui joue dans Les parents, Discussion avec mes parents, la petite Victoria. Là, Et honnêtement, elle n'acte pas. Elle a 12 ans, puis ce que tu vois à la télé, c'est ce qu'elle est dans la vie de tous les jours. Donc, je pense qu'un enfant comédien, souvent, on doit tenter de lui donner des rôles qui lui ressemblent un peu plus, j'imagine. Oui, puis je dirais même les adultes, souvent... Oui. Les vrais rôles de composition, là, c'est quand même assez rare qu'on s'est fait. Mais un gars comme Pat Godin est vraiment sorti de son... Tu sais, quand on lui a donné un rôle de psychopathe, lui est complètement sorti de sa zone de confort. Mais est-ce qu'une fois dans une carrière, on souhaiterait de faire un rôle comme ça? Certainement. Oui, c'est tout le temps le fun. Puis là, c'est le fun. Moi, dernièrement, on m'a offert prisonnière, vapoteuse. J'étais comme des affaires que je fais zéro dans la vie. Mais justement, c'est le fun d'avoir un peu de jus, là, d'aller travailler un personnage. Comment ça change la vie d'un enfant? Bien, d'un enfant, c'est rendu jeune adulte à 18 ans, d'avoir quand même un rôle principal dans une série à Radio-Canada. Tu sais, les projecteurs sont sur toi, tu te fais reconnaître. Elle vit bien avec ça? Elle vit bien avec ça. C'est sûr que ça la surprend. Elle vient d'arriver au cégep, puis là, elle se fait reconnaître vraiment dans les corridors. Puis elle s'en rendait plus trop compte à l'école secondaire où elle était, parce que, bon, les gens... T'es rendu habitué. C'était habitué. Mais là, elle se rend compte, puis là, elle était comme « Ah, je pensais pas que les gens du cégep regardaient ça. » Je dis « Bien, Constance, t'as le rôle, t'as l'âge de ton personnage. Voilà. » Donc, eux, quand ils ont commencé à écouter Premier Trio, il y avait 15. Ça fait 3 ans déjà là, que ça roule, cette émission-là. Donc, ça a été une adaptation, mais les gens, en général, sont vraiment respectueux, puis ça va bien. Là. Fait que ça se fait bien. Je termine là-dessus. Pour l'instant, le rôle de Premier Trio, ça se passe c'est dans l'univers du hockey et tout ça. Jusqu'à là, ça va.
Ben, mettons que demain matin, tu arrives et elle a un rôle du genre fugueuse. Comment maman jouerait avec ça, le fait de voir sa fille dénudée à l'écran et des choses comme ça, même s'il y a des techniques, mais quand même, ça doit... Ou papa aussi, ça doit venir le chercher. Déjà, les scènes de bisous, on en a vu dans la série Premier Trio. Mais en fait, moi, c'est sûr que je peux pas l'empêcher. Puis après, on sait que les équipes techniques, généralement, ça se passe super bien. Depuis quelques années, avec tout ce qu'il y a eu dans le hashtag MeToo, c'est vraiment... ces scènes-là sont tournées avec beaucoup de respect, avec beaucoup de watts. Il y a des personnes qui sont là comme consultants aussi pour s'assurer que tout soit fait dans l'ordre des choses. Fait que non, je fais confiance. Je fais confiance à mes collègues aussi. Puis je fais confiance au jugement de ma fille qui est capable d'avoir sa vie de comédienne. Elle a déjà une belle expérience. Oui, tout à fait. Oui, vraiment. Oui. Je veux qu'on parle de Tout court, qui est ton tout nouveau projet. Ça a été lancé cette semaine. En fait, Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, Tout court, là? Ça a été lancé sur les chapeaux de roue. C'est mon ami Laurent Teboul et moi, on avait envie d'une plateforme parce qu'on se rendait compte que quand on courait avec des gens, les gens nous posaient toujours les mêmes questions. Je sais pas comment je fais pour pas me blesser. Quel soulier choisir? Quel soulier de trail? Ça tombe bien, c'était nos questions, fait que tu vas voilà, mais juste vous irez voir Tout court. Est-ce que tu es une adepte de Guy Mongrain? Y a un petit jeu de mots là-dedans quand même? C'est ça, oui, Tout court, exactement. En fait, c'est parce qu'on se rendait compte que, en fait, en faisant le brainstorming, on était comme, on veut une plateforme où on va trouver tout sur la course tout court. Puis là, on a fait, tout court, on a le jeu de mots avec la course. Puis là, après ça, ça devient un point à la ligne. C'est comme, va là, tu vas le trouver tout court. C'est comme... Donc, on a lancé ça. Donc, pour le moment, c'est vraiment une plateforme de ressources. On prend les ressources qui existent déjà sur le web, on les répertorie. Donc, si tu cherches un livre sur la course à pied, tu te cherches un podcast, tu te cherches une paire de souliers, il va y avoir tout ça. Il va y avoir une boutique en ligne, il va y avoir... Puis avec des capsules, on veut vraiment travailler. Moi, c'est ce que je veux dire. J'espère que tu vas mettre ton talent de l'avant pour... C'est ça, exactement. Moi, c'est sûr que l'animation, j'aime ça. J'aime ça rencontrer des gens, poser des questions. Donc, je vais avoir des chroniqueurs qui vont venir. On va faire des capsules exclusives à Tout court avec plein de spécialistes. Donc, on est en train de commencer à tourner ça. On est super excités. Puis en fait, c'était un projet qu'on voulait lancer plus au mois de mai, mais ça a été tellement vite parce qu'on s'est rendu compte, le site il est prêt. OK, on y va, on se lance, puis on va aller chercher après ça du financement puis tout ça, mais on a décidé de le lancer pour le rendre disponible à la communauté de coureurs. Tu baignes dans le monde de la course à pied depuis longtemps. Parle-nous de la popularité de la course à pied. À chaque fois qu'on a des coureurs ici, on dirait qu'on n'en revient pas comment le sport de la course est en montée fulgurante tout le temps. C'est dû à quoi? On parle des saines habitudes de vie. Oui, c'est peut-être la base, mais c'est dû à quoi, cette popularité-là? Mais je pense que les gens se sont rendus compte que aller courir, c'est quelque chose d'assez naturel chez l'humain, puis que c'est assez facile aussi. Ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher. On dit ça, mais ça, non, mais on les peut souliers facilement... sont rendus... c'est ça. Oui. À une bonne paire de chaussures, c'est quand même, il faut investir, mais en même temps... Les vêtements aussi, tu as raison. C'est ça. C'est les vêtements techniques, mais les vêtements techniques, tu peux en trouver dans les magasins grande surface qui vont faire la job. Après ça, on s'emballe avec des marques et tout. Magasins québécois et canadiens, j'espère? Oui, on va souhaiter. Oui, on est rendu là maintenant. On regarde où ça a été fait. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est un sport qui est assez accessible, dans le sens que tu pars courir, tu t'en vas dehors, puis ça se fait un peu partout. Et puis, juste avoir les budgets faramineux qui sont mis en développement, en recherche et développement au niveau des compagnies, on voit que c'est un sport qui est encore hyper populaire. Et là, je trouve que dernièrement, c'est beaucoup la course en sentier, en montagne, qui gagne des adeptes. Donc, il y a beaucoup de coureurs sur route encore qui vont faire des 10, des 21 km, des 42, mais la course en trail a vraiment un essor. On va arriver à Marc-André dans une petite minute. Mais tu disais tantôt, toi, à quel point tu n'étais pas sportive à la base. Et ça me fascine parce que ma fille est en athlétisme au secondaire, en sport-études. Et souvent, court à Claude Robillard durant l'hiver. C'est pas mal là l'endroit préféré d'athlétisme à Montréal. Et tu sais, des fois, tu arrives dans une chambre de hockey, tu dis comme « Oh boy, lui, il a pas l'air d'un joueur de hockey. » Mais dans la course, c'est fascinant. Les jeunes sont dans les estrades, ils sont en science enrichie, peu importe, les lunettes, tout ça. Et là, quand c'est à eux d'aller s'échauffer, on enlève tout ça, mettre les chaussures et court de façon incroyable. Donc,
c'est souvent un sport où est-ce que le moins athlète peut devenir un très bon athlète aussi. Exactement. Puis avec Tout court, ce qu'on voulait, on veut mettre aussi de l'avant ces gens-là parce qu'on n'en parle pas beaucoup dans les nouvelles puis les bulletins de sport, je trouve, de la course à pied. Donc, je veux faire des petits bulletins de nouvelles, d'actualité du monde de la course. Tel athlète s'est illustré ou vraiment de donner des nouvelles. Oui, on a vraiment des bons coureurs au Québec, au Canada, puis on aimerait ça en parler un peu plus. Donc, on veut vraiment mettre le sport de la course à pied à l'avant avec Tout court. Puis ce que j'aime de la course, on l'a vu surtout avec les derniers Jeux olympiques, c'est fou comment les athlètes canadiens et québécois en course à pied, en athlétisme, ce sont des gens qui vont devenir des médecins, des ingénieurs, des gens pour qui l'école est hyper important, des coureurs qui sont aux Jeux olympiques, qui sont à l'Université Laval à Québec. C'est extraordinaire de voir ça, que c'est justement ça. Quelqu'un dans le réseau universitaire canadien termine dans le top 10 au monde en 2000 mètres. C'est fou quand même. On n'aurait pas pensé à ça il y a une quinzaine d'années. C'est vrai. Parlons de Marc-André un peu. C'est un peu... La vie, des fois, est drôle, est ironique, dans le sens que y a-tu quelqu'un à l'autre bord? Est-ce qu'il y a une vie après? Et là, tu dis, c'est arrangé, son décès. On s'entend, lui, qui a couru comme ça toute sa vie pour son père qui était décédé de maladie cardiaque. Il a fait les 12... À 44 ans. Exact, les 12 travaux de Marc-André et tout ça. Et première chose qu'on sait, paf, il part en randonnée, le cœur lâche. En fait, c'était la mort idéale pour lui. Ouais. Mais ça nous a tous pris, et surtout pour les gens encore plus qui le connaissaient. Nous, c'était un ami de Sport Express, mais on ne le côtoyait pas à l'extérieur. Mais On a réalisé comment Marc-André avait un impact dans le monde de la course à pied. C'est fou à quel point, quand ça a été la pierre qui est tombée dans l'eau, les ronds autour ont vraiment résonné très loin. Puis d'ailleurs, c'est la fille des amis de mes parents qui l'a trouvé dans la montagne. Ça a été... Aucune chance. Ils ont essayé de le réanimer, ça n'a pas fonctionné. Puis pour nous, Marc-André, c'était une figure emblématique du monde de la course à pied. Il était impliqué partout. Il était là partout. Il était là, justement. Il était là à l'UTHC. Il était toujours là pour faire des entrevues avec les athlètes, avec son balado qui était super populaire avec Tout Trail. Puis c'était un gars empathique. Moi, il m'a ramassé à la petite cuillère quand j'ai été obligée d'arrêter une course en plein milieu de la nuit dans Charlevoix. À un moment donné, il m'a ramassé en larmes. Puis ses grands bras qui te prenaient, puis qui comprenaient. Puis tu savais qu'il comprenait. Il comprenait le monde de la course comme personne. Ouais. Puis, en fait, je m'inspire aussi de son œuvre pour Tout court, parce que je me dis, Tout court doit être là où Marc-André était. Vraiment de continuer ça. Marie-Ève Pellan, qui est sa collègue de Tout Trail, elle a continué aussi. Puis je pense que c'est important que tous ces gens-là continuent. Dans le fond, c'est vraiment l'esprit de communauté. C'est ça qu'on veut faire sortir avec Tout court. Parce qu'on s'en rend compte, le monde de la course à pied, vous avez beau être plusieurs coureurs partout au Québec, c'est une petite famille, hein? C'est une petite famille. Puis moi, je le répète, là, quand le décès de Marc-André a été annoncé, j'ai vu des gens de partout au Québec lui rendre hommage. Puis, tu sais, nous, on le connaissait bien, il venait souvent à l'émission, mais on dirait qu'on ne réalisait pas l'impact qu'un gars avait, un gars de la région avait dans son sport comme ça. Je ne sais même pas si lui, il a pu réaliser ça. Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Non? En fait, je pense pas qu'on puisse réaliser... C'est un gars qui était humble à la base, on s'entend? Ah, jamais il aurait parlé de ça. Jamais, jamais. Mais il connaissait les coureurs par leur nom. Il savait. Quand les gens traversaient la ligne d'arrivée, il les connaissait. Puis il avait comme déjà en tête tous les exploits que ces gens-là avaient faits. C'était une encyclopédie sur deux pattes. Ouais. Il reste une minute. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Est-ce qu'il y a des événements de course à pied qui s'en viennent? Est-ce qu'il y a des invitations à faire aux gens pour aller courir avec vous, découvrir des événements? Et donner le lien de ton pour Tout court aussi. Oui, c'est sûr. En fait, il va y avoir le Bromont Ultra. Les inscriptions vont s'ouvrir au mois d'avril. Moi, je ne sais pas si je vais faire le 160 km parce qu'au départ, j'étais supposée me lancer le défi du 160, mais là, avec Tout court, qui va probablement nous prendre beaucoup, beaucoup de temps, je ne sais pas le temps que j'aurai. J'imagine que Tout court va être sur place. Vous allez peut-être vous promener un peu. Hein? On a des meetings, en ce sens. Mais non, c'est ça. Fait que quelle forme ça va prendre cette année pour moi, le Bromont Ultra, on verra. Mais sinon, c'est sûr qu'il va y avoir des projets maison, des petits dessins à tracer sur Strava aussi. On aime bien ça, faire des Strava art. Alors, plein de beaux projets. Puis évidemment, je continue comme chanteuse, comme comédienne. On invite les gens à aller te suivre sur tes plateformes. Tu es sur Facebook, Instagram. Instagram, tout ça. Alors, Tout court. Quel fun à suivre. Tout court. Suivez-moi Tout court. C'est bon. Merci beaucoup. Belle découverte en ce qui me concerne, honnêtement. Merci. Très, très belle entrevue.